je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à ce que c'est que le mariage. Effectivement, le mariage s'est dégradé. Et c'est parce qu'il s'est dégradé aujourd'hui qu'on vient dire, bah écoutez, votre saleté là qui ressemble plus à rien, bah nous on va l'améliorer. Et on va l'améliorer en proposant, au lieu d'un homme et une femme qui, à 2 mariages sur 3, sont séparés, on va vous faire la panacée avec un homme et un homme, une femme et une femme. Puis finalement, vous vous battez là pour, en cas de divorce pour la garde des enfants, la pension alimentaire que le type la plupart du temps ne veut pas payer. Et ben nous, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la PMA et puis la GPA, parce que comme ça, on ne se battra pas, on aura payé la grossesse de l'embryon qu'on aura finalement acheté, et il n'y aura pas de conflit avec la mère, puisque celle-ci n'aura été effectivement qu'un ventre alloué, comme l'a proposé Pierre Berger, lequel est le patron du Monde. C'est-à-dire que le Monde aujourd'hui m'accable. Son patron, c'est Pierre Berger. Pierre Berger, c'est quelqu'un qui a proposé aux femmes de cette planète, et évidemment aux plus pauvres, de louer leur ventre comme exactement les hommes louent leurs bras, et ça ne l'interroge pas du tout, ça lui paraît normal. Comment peut-on imaginer que sur ce que je dis aujourd'hui, le Monde peut dire la vérité? Il est payé par Pierre Berger, renfloué financièrement, régulièrement, parce que toute la presse écrite aujourd'hui s'effondre. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que bon, les Français, ça va bien 2 minutes. Je suis en train de les critiquer en disant, nous, Français, aujourd'hui, on a vraiment sauté les plombs parce qu'on s'est laissé déposséder. Il n'empêche que quand même, les gens ne vont plus lire la presse écrite. Libération, c'est la même chose. Alors, Libération, c'est pareil. On fait des articles pour me ridiculiser. Moi, je vais ressortir les coupures de presse de Libération des années 70, où on trouvait de véritables articles de soutien aux pédophiles de l'époque. Et où on voit même, j'ai la coupure de presse à la maison, des dessins représentant une petite fille faisant la fellation à un homme dans les colonnes du journal. Le journal Libération a défendu des pédophiles et a débattu sur la question de la pédophilie aussi simplement qu'on débattrait, nous, de la cueillette des pâquerettes dans le Vaucluse. Et ils ont été pendant un temps des gens qui, pour répondre à la question précédente, ont effectivement essayé de contribuer, peut-être pas à une dépénalisation, mais en tout cas à une sorte d'acceptation culturelle plus ou moins oiseuse pour effectivement considérer que la sexualité entre un enfant et un adulte pouvait être envisagée. Bien, Libération a ensuite, sous la pression de la société tout de même, changé son fusil d'épaule et pendant des années a plus ou moins laissé tomber cette ligne qui est effectivement catastrophique. Alors aujourd'hui, ils se reconnaissent dans la théorie du genre. Je demande à ceux qui m'écoutent aujourd'hui de faire des recherches sur les liens entre Libération et celui qui le paye, ça me paraît important, celui qui le finance, et puis des liens aussi sur Libération et son rôle, et le rôle qu'il entretient au corps des hommes, au corps des femmes, au corps des enfants, à sa relation avec la culture sexuelle en général, au libertinage en particulier. Et si, en faisant des recherches, on considère que les positions de Libération dans ce domaine sont intéressantes, on y fera effectivement le lien avec le soutien qu'il apporte aujourd'hui à la thèse de la rumeur et à la thèse de l'inexistence de la théorie du genre. Ah, alors on nous dit par exemple, il y a Timout, je suis pion et dans mon collège, 3 policiers sont venus nous demander s'il y avait eu des parents qui avaient refusé d'envoyer leurs enfants à cause de la théorie du genre. Est-ce que vous pouvez le redire, parce que vous avez été vite. Alors, je suis pion et dans mon collège, 3 policiers sont venus nous demander s'il y avait des parents qui avaient refusé d'envoyer leurs enfants à cause de la théorie du genre, c'est-à-dire qui avaient participé à cette JRE, quoi. C'est un pion de collège qui nous dit que la police est venue enquêter, quoi, carrément. Oui, on a eu plusieurs témoignages, il n'y a pas eu que dans l'établissement de ce pion, comme il se dit lui-même là, il y a eu plusieurs témoignages qui montrent que la police a été mobilisée sur cette question. C'est-à-dire que vous vous rendez compte. Des papas et des mamans décident une journée de garder leurs enfants avec eux pour débattre les uns avec les autres, moi j'étais pas partout, hein, et de faire des recherches, notamment sur le net, et de se rencontrer, voire pour essayer
de déterminer le vrai du faux et d'essayer de comprendre cette question du genre dans les programmes dits de l'égalité dans les écoles en ce moment. Et la réponse de l'institution a été de leur envoyer la police. Alors qu'il n'y a eu évidemment aucun trouble à l'ordre public, puisque j'ai moi-même insisté personnellement à plusieurs reprises auprès des parents qui me suivaient pour ne pas distribuer de tracts à la sortie des écoles, même si cela a été fait. Mes déclarations ont toujours fait en sorte de demander aux parents de ne pas le faire parce que je craignais la polémique aux abords des écoles. J'ai demandé aux gens de se rencontrer dans des lieux fermés privés, ce qui est encore un droit pour nous de discuter dans des espaces qui sont privés. J'ai fait en sorte qu'aucune manifestation n'ait lieu sur la voie publique, etc. Et malgré ça, on nous a envoyé la police. On nous a envoyé la police le jour de notre rassemblement en Ile-de-France dans une base de loisirs. Des gendarmes aussi sont venus voir ce que nous étions en train de trafiquer. On était 250 personnes dans une salle, ce qui était considérable, à 60 km de Paris. Des parents se sont déplacés sur 60 km pour que nous puissions ensemble justement discuter de la journée de retrait de l'école et de ses motivations. Pour dire que c'est une question qui touche au plus profond de l'être d'un père et d'une mère. Ouais. Parce que les gens ils sont mobilisés, donc avec ces mobilisations Internet, autant le dire. Oui, et même, ce qui s'est passé, c'est incroyable. C'est absolument incroyable parce que, en fait, nous avons lancé sur Internet l'appel à la JRE et de manière extrêmement miraculeuse, ça s'est relayé par SMS. Et je vous dirais que j'ai appris qu'une mobilisation peut s'effectuer par SMS. Ce sont des SMS qui ont fini par nous arriver aussi à nous et qui ont été une véritable traînée de poudre dans tout le pays et qui ont mobilisé, je dirais, probablement 70% de notre mobilisation. C'est 70% de notre mobilisation qui a été effectuée par ces SMS que nous n'avons pas envoyés, que nous avons reçus nous-mêmes, et probablement 30% de notre mobilisation par notre propre travail. Et j'en veux pour preuve le fait que personnellement, j'avais loué une salle qui devait avoir une capacité de 100-150 personnes dans une base de loisirs. C'est bien la preuve que je n'attendais pas des milliers de personnes. Et il y a eu des milliers de personnes qui se sont mobilisés et auxquels j'ai dû demander de ne pas venir dans la base de loisirs puisque la capacité d'accueil avait déjà dépassé 200 le lieu. Donc si j'avais pensé que j'allais atteindre cette audience-là, je ne me serais pas retrouvée dans une salle d'une capacité d'accueil aussi peu élevée. Et les SMS ont fait un travail extraordinaire et qui nous a surpris nous-mêmes. Alors on nous dit aussi qu'en Allemagne, il y a des parents qui ont fait de la prison parce qu'ils ont refusé les cours sur le gender. Oui, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Bon, l'Allemagne c'est un pays qui n'est pas la France et qui est sur cette question extrêmement totalitaire. La crainte que j'ai, c'est que la France se dirige sur la même voie. Sur la même voie. Parce que là, on vous envoie la police et puis dans pas longtemps, on va apprendre qu'on a arrêté tel parent ou tel parent. Mais, oui, ça c'est un petit peu la crainte qu'on peut avoir. Mais je veux dire que sur l'Allemagne, par exemple, les choses sont encore différentes de la situation française, dans la mesure où déjà en Allemagne, l'instruction en famille est interdite par la loi. Donc, lorsqu'on se retrouve avec... Et c'est sur cette base, en fait, qu'on va mettre en prison des gens qui auront empêché des enfants d'assister à des cours sur la théorie du genre. Parce que l'instruction en famille est interdite par la loi. Et je vous le donne en mille, quel est le régime qui a interdit l'école à la maison en Allemagne? C'est les nazis. C'est le Troisième Reich. À tous les coups. Et aujourd'hui, les sénateurs UMP proposent la même loi en France. La même loi en France. C'est-à-dire qu'on me traite de fasciste et les sénateurs UMP proposent en France une loi inspirée par le Troisième Reich. Pour interdire donc les personnes de pouvoir pour interdire aux familles
de faire et de pratiquer l'école à la maison qu'on appelle l'instruction en famille et qui peut exister sous des formes diverses, avec ou sans cours par correspondance. Et là, il ne s'agit pas du PS, mais de l'UMP, mais de sénateurs UMP, oui. Ils sont tous vraiment... Alors là, on nous dit le 18 janvier 2014, des parents ont organisé en Allemagne à Cologne une manifestation contre les cours obligatoires d'éducation sexuelle version gender, où les enfants, dès la maternelle, sont confrontés à un contenu pornographique explicite, les invitant à tester sur eux des pratiques qu'ils n'ont pas encore connues. Voilà, donc ça c'est ce dont on parle en parle sur Internet, mais on en parle aussi de manière très sérieuse en dehors d'Internet. Alors est-ce que là aussi il s'agit d'une rumeur? Bah apparemment, on nous a mis le lien, alors je ne pourrais pas aller voir ce que ça donne tout de suite, mais j'ai vu passer plusieurs articles là-dessus, quoi. C'est très très inquiétant, quoi. Extrêmement inquiétant. En tout cas, il y a une sextoy qui a été fabriquée en Suisse, qui est une boîte dans laquelle on met des jouets qui représentent des sexes de femmes et des sexes d'hommes et qui seront effectivement distribués aux enfants en Suisse. En Suisse. En Suisse. Bon, ben, on va faire une petite pause et puis revenir. Je voudrais dire quelque chose avant la petite pause, parce qu'elle me paraît extrêmement importante, cette information, dans la mesure où je ne voudrais pas la dire trop tard dans la soirée, si Bien jamais sûr. des gens qui vont travailler soient dans l'obligation de me laisser, pour aller se coucher, reprendre des forces. Eh bien, je veux dire que les parents qui ont fait la JRE ont considérablement souffert après la JRE. Ils ont été l'objet d'un harcèlement et de représailles extrêmement cruelles de la part du gouvernement. Monsieur Vincent Payon a ordonné que des convocations soient lancées dans tous les établissements pour que les parents qui ont participé à la JRE soient amenés dans les bureaux d'inspecteurs de l'éducation nationale et pour rendre des comptes. Pour avoir déscolarisé cette journée-là, leurs enfants auxquels on a refusé le motif de la JRE. C'est-à-dire que vous avez plein d'enfants dont les parents ont notifié, comme c'était prévu par la JRE, qu'ils avaient retiré ce jour-là les enfants de l'école pour l'interdiction de la théorie du genre en classe. Eh bien, ces motifs ont systématiquement été rejetés par les agents fonctionnaires qui les ont reçus dans les cahiers de liaison. Ce qui est absolument incroyable. Vous avez des directrices d'école ou des directeurs d'école qui sont des pères ou des mères de famille eux-mêmes et qui ont joué la carte contre les parents, contre les enfants. Certains ont rassemblé des enfants ou les ont pris en tête-à-tête pour les punir sévèrement, de manière humiliante par exemple, en leur attribuant des zéros, en leur attribuant des heures de colle, en les menaçant de sanctions avant que la JRE ait lieu, quand des parents ont commis l'erreur justement d'aller prévenir l'école qu'ils allaient participer à cette action, et une véritable répression qui relève du harcèlement moral, qui est condamnable par la loi, s'est mis en place à l'éducation nationale, partout où des parents ont osé retirer leurs enfants une journée pour justement réfléchir sur la question de la présence de la théorie du genre sous une forme voilée et sournoise dans les programmes de leurs enfants. Et on a vu s'abattre sur les quartiers populaires en particulier, parce que ce sont ceux-ci, au cours de cette première journée, qui se sont considérablement mobilisés, et en particulier en effet des musulmans. C'est pour ça qu'on dit, en même temps qu'on est nazi et fasciste, on est aussi des salafistes. Bien, mais il n'y a pas eu que des musulmans qui se sont mobilisés. Aujourd'hui, je ne reçois pas seulement le soutien des musulmans, nous en reparlerons tout à l'heure après la pause. Et je voudrais que les Français se rendent compte que pendant que nous parlons aujourd'hui, des mères pleurent en France parce qu'elles ont été réprimées par l'institution scolaire pour avoir osé poser la question de la théorie du genre à l'école. Je voudrais qu'on se rende compte qu'aujourd'hui des enfants pleurent parce qu'ils ont été sanctionnés, parce que leurs parents ont pris la décision de les retirer de l'école ce jour-là pour soulever et comprendre toujours cette fameuse question de la théorie du genre à l'école. Des pères ont été humiliés, toujours pour la même raison. Des cahiers de liaison, je le répète, ont été retirés. Des zéros ont été attribués. Des cols ont été distribués. Des rétentions de personnes dans des salles ont été effectuées. On a vraiment
mis le paquet du côté du gouvernement et on a trouvé les agents fonctionnaires de l'éducation nationale pour faire le travail. Parce que n'oubliez pas que je suis une enseignante moi-même. Alors vous vous rendez compte de la différence qui existe entre l'enseignante que je suis titulaire de l'éducation nationale et cette directrice ou cette institutrice qui s'est précipitée sur des mères fragiles socialement parlant ou des enfants pour faire le sale boulot de payant. Est-ce qu'on peut me comparer à ces gens-là? Est-ce qu'on peut me comparer à ces gens-là? Est-ce qu'on peut penser que ces gens-là valent mieux que moi? Et je ne dis pas ça pour me vanter, mais parce qu'aujourd'hui, aux parents qui ont participé, on dit que Farida Bengoul est une folle. Et la directrice qui a opprimé votre femme, ou votre mari, ou votre enfant, pour avoir osé déscolariser une journée sur cette question essentielle de la théorie du genre, elle est parfaitement saine et normale. Après la pause. Voilà. Et ben on revient après la pause. Ce sera toujours avec Farida Bengoul sur la libre antenne. Voilà, restez connectés. Vous pouvez poser vos questions sur le chat. Vous êtes excessivement nombreux, donc il y a 40 milliards de questions. Je ne pourrais pas tout poser, je vous le dis d'avance, ce sera impossible. En tout cas, allez-y, j'essaie de trier un peu les plus intéressantes. En tout cas, à tout à l'heure. À vous, la régie. Voilà, de retour donc après cette petite pause. Donc vous avez bien vu le ministre Vincent Peillon, vous avez vu Monsieur Troussel, vous avez vu Belkacem. Alors, on voit les tenants de ce gouvernement, ils n'ont pas fait de cadeau, parce que carrément Vincent Peillon, on voit bien qu'il s'attaque à vous sans vous nommer, mais à l'Assemblée nationale, voilà, en vous traitant d'extrême droite. Pourquoi il vous traite d'extrême droite? C'est quoi ces liens? Parce que vous êtes, on va dire, vous êtes ami avec Alain Soral, c'est ça? Vous avez fait des conférences avec lui? Là, il s'agit d'une histoire absolument ridicule, ridicule du point de vue du pouvoir, qui est une instrumentalisation de quelque chose dont il porte l'entière responsabilité. Je parle du Parti socialiste. Je ne vais pas ici dire ce que je pense d'Alain Soral. Ou plutôt, si je devais le dire en un mot, je dirais que c'est quelqu'un qui a créé un espace dans lequel des gens venus d'horizons extrêmement divers ont pu se rencontrer, se connaître et débattre ensemble. Ça, c'est la première chose qui m'est apparue, notamment lorsqu'on connaît égalité et réconciliation à la base, dans les différentes villes où ils ont des antennes. On est absolument frappé par le fait que égalité et réconciliation rassemblent des gens, le plus souvent, qui proviennent de la gauche et de l'extrême gauche. Alors qu'on prétend qu'il s'agit d'une organisation nazie et extrémiste de droite. Moi, j'ai eu l'occasion, dans un contexte dont je vous parlerai dans peu de minutes, là, de rencontrer les adhérents et les membres et les responsables d'égalité et réconciliation dans différentes villes de France. Et ce que j'ai vu, c'est ce dont je viens de vous parler. Ce sont des gens qui ont fait une expérience politique ou pas d'ailleurs. Mais pour ceux qui ont fait une expérience politique, ils l'ont fait le plus souvent à gauche. Alors, pour en revenir à mon cas, parce que je pense que c'est mon cas qui importe aujourd'hui dans le combat qui se mène pour sauver les enfants de cette monstruosité qui est la théorie du genre masquée, parce qu'on va l'appeler comme ça. La théorie du genre aujourd'hui, c'est Zorro. Et encore que Zorro, c'est une notion, un modèle positif. Je dirais moi plutôt que, pour employer un terme bien net, c'est Satan. Comme ça, il pense que je suis d'extrême droite et moi je pense que j'ai affaire à Satan. Je pense qu'il est beaucoup plus grave d'avoir affaire à Satan que d'avoir affaire à l'extrême droite. Parce que avec l'extrême droite, on peut encore changer d'avis. Avec Satan, je pense que c'est tout à fait irréversible et irrémédiable. Bon, enfin, pour quitter cette plaisanterie, je dirais simplement que nous avons affaire à une situation aujourd'hui où l'accusation d'extrême droite en ce qui me concerne ne peut évidemment pas tenir la route. C'est le comble du ridicule. Je suis la fille d'un Algérien anciennement colonisé qui m'a appris que la politicienne du monde dans lequel il se trouvait déjà lui à l'époque où j'étais enfant ne valait pas la peine d'être connue dans le sens de s'y engager. Ce qui paraissait important à mon père, c'était Dieu
et la religion, qu'il m'a transmis finalement, mais que j'ai reçu en moi bien après qu'il me l'ait transmis. C'est-à-dire que je suis passée par une période d'athéisme qui a été très prononcée à l'adolescence et que j'ai menée dans ma vie jusqu'à son terme, parce que j'ai poussé jusqu'au bout tous les raisonnements et toute l'idéologie de l'athéisme acquis du pays dans lequel je me trouvais, n'est-ce pas? Et dans cette période où j'étais athée, j'ai intégré une organisation politique et ça a été la seule fois de ma vie. C'est le Parti communiste et les jeunesses communistes en particulier, parce que j'ai été une jeune communiste à 17 ans et j'ai dû le rester jusqu'à 20-21 ans. Et j'ai été communiste, je vous le répète, à un moment donné dans ma vie où je ne croyais pas en Dieu et où j'étais en rupture, comme les adolescents modernes le sont maintenant, avec la tradition familiale. Puis j'ai quitté le Parti communiste lorsque, s'associant dans un programme commun de la gauche, il trahissait ce qui me paraissait être les intérêts du peuple national, avec l'immigration comprise dedans, et aussi trahison de questions internationales. Donc j'ai quitté la politique, et c'est la première étape de ma vie de jeune adulte où j'ai considéré que mon père avait raison. Après, évidemment, une adolescence où je lui avais donné tort sur toute la ligne. Bien, je me suis attachée à faire des recherches quant à mon identité, parce que j'avais été élevée par deux systèmes de référence finalement. Le système de référence de l'école, républicaine, laïque, et élevée par un homme qui était mon père et qui était musulman. Donc j'ai été confrontée à cette impossibilité de me déterminer de manière stable et définitive en adoptant un système ou un autre. Enfin un système, oui, une identité. Et j'ai à ce moment-là commencé une existence d'artiste, on va dire, hein, pour employer de grands mots. J'ai fait des films et j'ai écrit un livre. Et ces films et ce livre ont été l'occasion pour moi de tenter de me définir et d'apporter cette définition de manière esthétique à d'autres que moi-même, qui pouvaient être mes lecteurs ou mes spectateurs, puisque dans mes films comme dans mes livres, j'ai traité justement de la problématique qui m'avait été imposée par l'histoire, due à la colonisation de l'Algérie par la France, et qui faisait que, né sur le territoire hexagonal français, pas après l'indépendance, pendant les années de la guerre, après l'indépendance, et ayant grandi dans ce pays, je n'arrivais pas à effectivement, non pas savoir qui j'étais, parce que je pense que je savais qui j'étais, mais à accepter ce que j'étais. C'est pas du tout pareil. Vous voyez? Il y a un problème d'acceptation, et je peux vous dire que j'ai traversé de nombreuses années après l'adolescence où j'ai pas du tout accepté d'être française. Je ne voulais pas accepter cette identité parce qu'elle m'avait semblé provenir d'une domination, enfin elle provenait d'une domination qu'avait été la colonisation. C'est pas que ça m'avait semblé, ça provenait de cette histoire-là. Et cette histoire-là pour moi est évidemment, en souvenir de mon père et de mon grand-père, une histoire qui était inadmissible pour moi. Inadmissible à un point tel que ça m'en faisait souffrir, mais réellement. Vous voyez? Donc, à cette époque, ce qu'on appelait l'extrême droite, c'était ma bête noire. J'ai été élevée par moi-même et dans le milieu scolaire et universitaire dans lequel je trouvais, dans les milieux militants, élevée vraiment dans l'hostilité de ce qu'on appelle l'extrême droite. Sans que pourtant jamais je ne rencontre quiconque de ce milieu politique-là. Jamais. C'est justement un réflexe, on va dire. Voilà. C'est-à-dire que j'ai acquis un réflexe de secte. Voilà. Et vraiment, je haïssais l'extrême droite comme je croyais que tout le monde haïssait l'extrême droite. Puisque l'extrême droite, c'était l'incarnation du mal sur la terre. Et j'ai vécu dans cette haine de l'extrême droite jusqu'à la fin de Convergence 1984.
puisque lorsque je me suis inscrite dans le mouvement Beurre et que j'ai lancé Convergence 84 un an après la marche, j'étais encore, malgré le fait que je n'appartenais à aucune organisation politique, j'étais encore quelqu'un de gauche. J'en avais l'identité intérieure. Même si cette identité intérieure était quand même contrariée par une quête spirituelle qui s'amorçait et qui me montrait que la modernité, finalement, n'était pas le chemin dans lequel je me réaliserais. Et qu'il vaudrait mieux que je m'intéresse justement à ce qui avait été l'identité profonde de mon père. Vous voyez ? Bien, j'ai grandi, j'ai eu des enfants, je n'ai jamais appartenu à aucune organisation politique. Et je vais même vous avouer, ce qui pourra choquer peut-être du monde qui me regarde, c'est que je n'ai même jamais voté. Et je n'ai jamais participé à de campagne électorale pour un candidat ou pour un autre. Parce que justement cette quête identitaire qui me ramenait à des considérations où il me paraissait important de relier en moi le ciel et la terre, cette quête me montrait que dans la politique électoraliste par exemple, ou dans le parlementarisme, ou dans la politique politicienne, quel que soit le terme qu'on utilise pour la caractériser, cette quête allait être brisée, alors que c'est au bout de cette quête que je voulais aller. Donc, dès l'âge de 21 ans, et j'en ai aujourd'hui bientôt 56, je ne me suis jamais intéressée à la politique. Et lorsque j'ai été blacklistée à cause de mon discours de Convergence 84, donc en 1984 au début décembre, j'ai su que la politique n'était pas pour moi, puisque je n'étais pas capable, comme dirait mon frère, de fermer ta gueule. D'une part, et que je ne suis pas non plus capable de faire des concessions sur les principes. Je le tiens de mon père, cela, ce caractère-là. Je le tiens de mon père, vous voyez, je parle beaucoup de lui, hein. Que Dieu ait son âme. Et donc, je suis quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé finalement à la politique. Ce n'est pas cette expérience de communiste que j'ai menée à la sortie de l'adolescence qui peut aujourd'hui définitivement me fixer dans un intérêt politicien de quelque nature qu'il soit. Et figurez-vous même que après Convergence 84, donc après les années Beurre, qui pour moi se sont terminées en 89, lorsque j'ai abandonné mon poste de secrétaire général de Radio Beurre, parce que, encore une fois, le Parti Socialiste y avait essayé une OPA pour nous dégager de là et qu'il l'avait emporté, je ne me suis même pas intéressée à la presse. Je suis quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la politique politicienne, qui ne s'est pas intéressé dès lors à la politique politicienne, et je ne me suis pas davantage intéressée aux journaux. Je ne lisais plus les journaux. Moi, je n'ai pas lu Le Monde, ça fait peut-être 30 ans. Quand je vous dis lire Le Monde, c'est-à-dire le prendre effectivement de manière régulière dans ma vie pour en prendre connaissance. Pour Libération, c'est la même chose. Pour toutes les revues qui sont vendues aujourd'hui dans un kiosque, je ne pourrais même pas vous en donner les titres, alors que j'étais incollable lorsque j'avais 20 ans, sur les titres qui pouvaient exister dans les médias écrits en particulier, puisqu'à l'époque nous lisions beaucoup, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc la presse ne m'intéresse plus depuis 30 ans, la politique ne m'intéresse plus depuis 35 ans, et donc je me suis intéressée à la dimension culturelle de mon identité, à la dimension spirituelle de mon identité et à la dimension sociale de mon identité. Ça a été à la fois une quête qui a évidemment abouti à un certain nombre de découvertes, qui sans cesse me confortait et me confortait dans mon désintérêt du politique politicien. C'est clair, net et précis. En revanche, je me suis, entre guillemets, passionnée pour les hommes, les femmes et les enfants en particulier. Je me suis passionnée pour ce que j'ai fini par appeler les créatures. Je me suis passionnée pour le créateur des créatures. Et je me suis engagée dans une recherche spirituelle où je suis
où je me suis rendue vers ce qui surprendra peut-être beaucoup ceux qui nous écoutent aujourd'hui, vers une problématique qui est celle de la sainteté. Parce que j'avais découvert dans ma quête spirituelle qu'il existait des saints en islam. Alors certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais ce que je veux dire, c'est que sur un plan identitaire où on m'avait donné, dans mon jeune âge déjà, une très mauvaise image de l'islam, c'est-à-dire une image de violence, d'agressivité, d'intolérance, pour employer ce terme que j'aborde, la problématique de la sainteté a opéré en moi un revirement à 190 degrés. Parce que l'islam m'est apparu alors aussi comme une religion d'amour. Puisque notamment, on opposait dans mon enfance, dans mon adolescence et dans la période où j'ai vécu jeune adulte, le christianisme comme religion d'amour et l'islam comme religion de guerre. Or, la divine providence m'a conduit sur des chemins où il a été question de faire la connaissance avec ce qui a été appelé dans certains cadres islamiques la sainteté musulmane. Pour moi, ça a été quelque chose qui a été totalement une révolution intérieure. Donc, je me suis intéressée plus à la sainteté islamique et de ce fait à la sainteté chrétienne aussi, puisque j'ai vite vu les convergences qu'on pouvait en tirer et qui sont une convergence de principes. Donc, ma préoccupation, et la seule que j'ai depuis que j'ai quitté le mouvement Beurre des années 80, après ce massacre et cette OPA organisée par le PS, c'est cela. Et du coup, c'est tout de suite posé à moi la question de la transmission. Une génération transmet-elle à une autre? Et que transmet-elle et comment le transmettre? Parce que ça peut paraître des questions simples que je ne vais pas développer aujourd'hui, mais je peux vous garantir que c'est beaucoup plus compliqué que, a priori, ça ne semble l'être. Pour la bonne raison que la transmission a ses ennemis aussi. On ne souhaite pas, dans la société moderne, que le père transmette au fils, pour prendre le stéréotype. Le stéréotype, le fameux stéréotype qui dérange. Il faut combattre, donc on ne souhaite pas que le père transmette au fils, et cette question de la transmission m'intéresse énormément. Et cette question de la transmission, figurez-vous, elle m'a habité pendant 29 années de blacklistage, c'est cohérent. Puisque j'ai été, du coup, en tant que mère moi-même, en tant qu'adulte, en tant que future grand-mère, et je m'y approche à grands pas, dans la situation d'être entravée sur la question de ce que je pouvais transmettre. Et ça a été pour moi pas une souffrance qui m'habitait à la surface de ma peau et que je sentais quotidiennement, mais je sais que ça n'a pas cessé de m'habiter, que j'étais porteuse d'une histoire, que j'étais la seule porteuse d'une histoire qui était fondamentale à connaître et qui aurait permis que l'avenir des banlieues, par exemple, n'ait pas été ce qu'il a finalement été, parce que justement, je n'avais pas pu la transmettre. Et que j'avais aussi même du mal à la transmettre à ma fille, puisque étant exclue, marginalisée, non reconnue, celle-ci préférant les écrans de télévision comme tout le monde, malgré l'éducation que je lui donnais, ne s'intéressait pas à mon histoire non plus, puisqu'elle n'avait pas atteint le statut de l'écran, de l'image et des effets spéciaux. Donc j'ai porté cette espèce de absurdité, voilà le mot que je cherchais, j'ai mis longtemps à le trouver. J'ai vécu 29 ans dans une situation d'absurdité complète. Et l'absurdité pour moi, c'est quand on vous a mis dans l'impossibilité de transmettre. Voilà ce qui a fait qu'un jour, j'ai décidé, à mes risques et périls, dans le cadre d'une situation qui ne vaut même pas la peine d'être racontée, d'écrire moi-même à Égalité et Réconciliation, parce que j'avais compris que de nombreux enfants d'immigrés s'y référaient, que des milliers de personnes, en particulier des quartiers populaires, suivaient ce site,
Et il m'a paru que c'était l'endroit, ça a été comme une intuition. Vous voyez? Comme une intuition que c'est à cet endroit-là que, éventuellement, je pourrais transmettre cette fameuse histoire. Et effectivement, mon intuition, parce que je vous passe les détails, s'est révélée juste. J'ai pu transmettre en toute liberté, le temps que je voulais, l'histoire que je portais et dont j'ai pu me débarrasser, que ma fille finalement a découvert, sur un écran comme elle le souhaitait. Et après m'avoir entendu, ainsi que mes propres frères, m'a regardé comme ça en me disant « mais c'est incroyable ce que tu as vécu ». Et ça, je le dois à Égalité et Réconciliation. C'est-à-dire que je dois à Égalité et Réconciliation la reconnaissance que j'attendais de ma fille et que je n'obtenais pas. Parce que celle-ci a quand même un âge maintenant où elle était, pour moi, en situation de devoir apprendre ce que sa mère avait vécu, au-delà même de la seule question de la transmission filiale, je dirais d'une transmission générationnelle. Donc, lorsque j'ai fait, à mon initiative, cet entretien pour raconter ce qu'avaient été, selon moi, les années 80, et de mon point de vue, je me suis sentie soulagée. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que tant que je n'avais pas témoigné de cette façon-là, quelque part, peu importe où, quelque part, puisque les 29 années m'avaient montré qu'il fallait le faire presque n'importe où, là où c'était possible. Puisque 29 années avaient montré que nulle part avait été possible. Vous vous rendez compte comment c'est grave? Nulle part pendant 29 ans. Et finalement, au bout de 29 ans, l'endroit qui se présente, c'est Égalité et Réconciliation. Alors maintenant, j'apprends que Égalité et Réconciliation, c'est un site d'extrémistes, de nazis, d'antisémites, d'homophobes, de sexistes, et j'en passe, de négationnistes. Et figurez-vous que ça me bouleverse pas. Ça me surprend qu'on en soit arrivé à tant de bêtises dans ce qui se prétend être encore le pays des Lumières. Comment a-t-on pu tomber aussi bas en France intellectuellement? Parce que lorsqu'on est régulièrement sur ce site, on se rend compte que des tas de gens, des tas d'intellectuels n'ont pas trouvé comme moi d'autres endroits où aller pour faire savoir ce qu'ils pensent, qu'ils aient tort ou raison. Et donc ce site aujourd'hui est le miroir de l'absence totale de liberté d'expression dans la France des années 2000. Et lorsque, dans cette France qui censure tout le monde, tout le temps, un espace existe, qu'il vaut ce qu'il vaut, à la tête duquel se trouve effectivement un homme comme Alain Soral, et qu'on vient me dire qu'il suffit simplement de prendre conscience qu'il serait antisémite, ou qu'il serait homophobe, ou qu'il serait, de la part de ceux qui censurent la France depuis tant d'années, je me dis qu'on est dans une opération d'enfumage complet. Et qu'aujourd'hui, moi j'appelle les gens à faire ce qu'Alain Soral a fait, c'est-à-dire que si cet espace-là ne vous convient pas pour des raisons idéologiques, religieuses et historiques, eh bien créez vos espaces où, comme à Égalité et Réconciliation, on peut tous se rencontrer en venant d'horizons différents. Parce que c'est ça qui est extraordinaire à Égalité et Réconciliation. Qu'on reproche à Alain Soral d'être ce qu'il est, je trouve que c'est une grande injustice dans le sens qu'il a fait ce que personne d'autre n'a fait. C'est la création de cet espace de rencontre où la liberté d'expression y est réelle, à ses risques et périls. Donc, je répète, ceux qui ne sont pas contents de l'existence de cet espace, et en particulier en dehors des médias mainstream, parce que ceux-là, on sait très bien que journalistes, médias du pouvoir, ils sont là pour faire les chiens de garde, pour employer cette expression maintenant, à ceux qui prétendent que la théorie du genre n'existe pas en 2014 quand elle existait en 2011, dans leur bouche.
Donc ceux qui, en dehors de ces gens de mauvaise foi et dont le projet est de nous massacrer les uns après les autres, avec le sourire, eh bien je dis que pas de problème, créez vos espaces, et moi je suis tout à fait décidé, la preuve en est aujourd'hui et de plus en plus maintenant, d'aller m'exprimer partout, y compris toujours et encore à Égalité et Réconciliation et chez vous et ailleurs. Parce que moi je n'ai pas justement d'identité qui soit sectaire, ni qui ait l'intention de m'enfermer dans une exclusive quel qu'il soit. Je suis un individu profondément indépendant, et je sais que pour être indépendant, il faut être en mesure de pouvoir vous dire à vous ce que je pense et à l'autre aussi. Et pourtant, si nous avons des alliances ou des amitiés à vivre, parce que c'est important pour les causes que nous défendons, et la cause que nous défendons aujourd'hui, elle est essentielle, elle est fondamentale, elle est cruciale, elle est vitale, eh bien oui, je suis prête à en parler partout, y compris, là je vais vous amuser, à l'Élysée, aux côtés de M. Hollande et de M. Payon. Alors, qu'on nous invite, les citoyens de ce pays, j'aime pas ce mot de citoyen parce qu'on sait que, voilà, mais qu'on nous invite à prendre la parole dans des espaces où on ne sera pas diabolisé. Moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, on va me dire, ah ben oui, mais en ce moment, madame, on vous invite beaucoup dans la presse et vous venez pas. Ben oui, pas folle la guêpe. Pour me faire manipuler, pour me faire, pour qu'on trompe mes propos et pour qu'on fasse les montages, les quelques montages que j'ai vous, parce que je vais vous avouer quelque chose. J'ai pas du tout regardé la propagande dont je suis l'objet en ce moment. Elle me revient par personne interposée, ce qui fait que évidemment ça m'atteint beaucoup moins. Et puis donc, de toute façon, cette propagande ne m'atteint que dans le sens où elle atteint les parents qui ont participé. Parce que moi, je suis déterminée à aller jusqu'au bout. Quelles que soient les menaces qui pèsent actuellement sur moi et dont Najat Belkacem s'est fait le porte-parole. Elle est porte-parole du gouvernement et elle est aussi porte-parole des menaces. Donc j'ai bien entendu, puisque ça m'a été reporté, je suis allée vérifier en effet que ces menaces existaient, elles existent bien, ça la déconsidère complètement, mais faut-il, pour être déconsidéré et se sentir déconsidéré, avoir un minimum de dignité? C'est à elle de répondre. Moi, j'ai d'autres questions plus intéressantes à me poser. Donc, pour en revenir à cette identité et à l'intérêt que j'ai eu pour la religion et pour l'aspect de la religion qui me portait vers les autres, et non pas à des acceptions de la religion qui pourraient me séparer des autres, je peux vous dire que je n'ai pas changé sur ce point depuis 30 ans. La seule chose qui a pu m'arriver depuis 30 ans en termes de modification, c'est que j'ai mûri. Mais il me paraît extrêmement important, par exemple, que, en ce qui me concerne et pour moi-même, ce que je souhaite aussi transmettre à mes enfants, que je sois consciente qu'en tant que créature, il existe des liens entre le ciel et la terre qui constituent pour moi une référence et qui me paraissent fondamentales pour comprendre l'univers dans lequel je me trouve et la place que j'y occupe et y définir ma mission, voyez. Mais je ne suis pas du tout dans une perspective politique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je dis actuellement aux jeunes, vous voulez être conseillers municipaux, c'est pas ça du tout dont nous avons besoin de conseillers conjugaux. Donc essayez plutôt de sauver des couples et de sauver des familles quand il est encore temps de le faire, parce que en se remettant en cause justement dans le domaine familial et aussi dans le domaine religieux, parce que dans la religion, comme dirait l'autre, il y a à boire et à manger. Il faut aussi qu'on parvienne à se rendre compte que ce qui nous arrive n'est finalement que la matérialisation à l'extérieur de nous, de nos propres erreurs et de nos propres péchés. Alors on nous demande, est-ce que vous avez pris connaissance de le rapport Buzanec, qui est un rapport européen? Oui, c'est celui qui, à l'origine, s'appelait le rapport Estrella. Alors là, évidemment, bon, ça va être encore très polémique, mais disons que c'est dans ce rapport-là qu'il est question dans des consignes européennes, on va dire en termes simples, de faire qu'à la crèche déjà, cette fameuse théorie du genre prenne aussi une forme adaptée à la crèche. Et à la crèche, ce qu'il y a, c'est que les enfants sont souvent l'objet de manipulations physiques,
par les nounous. Et dans ce cadre-là, il serait question, alors tout reste effectivement à prouver pour ceux qui ne le croiraient pas, mais qu'on y enseigne effectivement très tôt la masturbation infantile. La masturbation infantile, voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Voilà. À suivre de très près en tout cas. On nous dit le gouvernement basque envisage d'interdire la pratique du football dans les cours d'école car jugé trop sexiste. Ben oui, là aussi c'est un stéréotype. Un garçon qui joue au foot, c'est un horrible stéréotype.